Pour commencer, je vous propose de télécharger l'application Expo. J'ai une petite démo à la fin qui va vous permettre de tester en temps réel ce que je dis chez vous. Comme ça, vous pourrez tester un petit peu comment c'est un lecteur d'écran sur une application mobile. Donc ça, c'est l'application Expo Go qui va nous permettre de lancer l'application plus tard. Tant que ça se télécharge, je vous laisse le temps d'aller sur ce site. Et puis maintenant, pour commencer, je vais quand même me présenter. Donc, je suis Guillaume Piedi-Grossi. Je travaille chez BAM en tant que solution architecte. Chez BAM, on fait des applications mobiles. On est expert des applications mobiles, notamment multiplateformes avec React Native et Flutter. Donc, mon rôle au jour le jour, c'est de définir les stratégies techniques pour nos clients en avant-vente pour que le projet réussisse sur la suite du projet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'accessibilité. Première question, qu'est-ce que c'est l'accessibilité? Alors là, on ne peut pas trop interagir, donc je vais répondre directement. Souvent, les gens me parlent de handicap. C'est vrai, l'accessibilité, c'est avant tout rendre son application accessible à toutes les personnes, dont les personnes handicapées qui sont en général ciblées les premières. En effet, en France, il y a une stat assez incroyable, c'est quasiment 30% des personnes en France sont handicapées ou atteintes d'un handicap au sens large. C'est-à-dire que un trouble visuel, par exemple, moi j'en ai un, je suis myope, j'ai des lunettes, donc je rentre dans cette population également. Et en fait, on se rend compte que si on ne prend pas en compte toutes les personnes, on perd directement ici 28% des personnes sur son application. C'est-à-dire que même s'ils vont les télécharger une première fois parce qu'ils ne connaissent pas le contenu, ils ne vont pas revenir une deuxième fois, ou alors ils vont la quitter très très rapidement parce que tout simplement ils n'arrivent pas à naviguer dedans. Et donc les différents types de navigation, ça peut être ils n'arrivent pas à lire le contenu, ils n'arrivent pas à naviguer dedans parce que physiquement ils ont un handicap moteur par exemple ils vont avoir du Parkinson, ils vont beaucoup trembler, ils vont pas pouvoir appuyer sur des petits boutons, ils vont avoir des doigts trop gros ou pas de doigts du tout. Et donc c'est plein de petits edge cases, mais en fait qui représentent une énorme partie de la population. Comme on peut le voir, ces stats, ça vient du gouvernement. Vous pouvez aller voir sur ce site, c'est même récapitulé département par département les stats par handicap. Donc l'accessibilité, c'est rendre son accessible aux handicapés, mais pas que. Là, j'ai un petit exemple de ce site que j'aime bien pour vous montrer que même pour une personne qui se pense valide, en tout cas qui n'a pas de carte d'invalidité au sens comme on peut l'avoir en France, on a ce site-là, Linkscar, qui est un site de leasing de voitures, un site américain qui est réel, vous pouvez acheter une voiture dessus. Je défie tout le monde d'acheter une voiture ici en un temps record. Là, je ne sais pas du tout où il faut que j'appuie. Je mène un petit peu de ma souris. Je vois que là, mon curseur, il s'affiche toujours pas. Ah, là, je vois la voiture qui bouge. C'est incroyable. Je clique dessus. Et en cliquant dessus, j'ai encore une deuxième page qui m'affiche plein d'infos. Mais en fait, je comprends un peu rien. J'ai un design derrière un peu perturbant. Et tout ça, en fait, ça nuit complètement à mon utilisation. Et je sais que si je veux acheter une voiture en leasing, je ne vais pas aller forcément sur ce site-là où je comprends rien d'un premier abord, mais je vais aller sur un site un peu plus connu pour que ça aille plus rapidement, que je sois un peu plus rassuré, etc., etc. Donc je vous montre ce site, pourquoi? Parce que en fait, ça fait aussi partie des handicaps qu'on va dire plus cognitifs. Où en fait je vais pas réussir à utiliser correctement mon site internet ou mon application parce que en fait j'ai pas l'habitude, c'est un design trop bizarre pour moi. Mais dans ces personnes, dans ces handicaps au sens plus large, on a également les utilisateurs un peu plus âgés. Chez BAM, on remarque que des utilisateurs au-delà de 50 ans, souvent ils voient un peu moins bien, donc ils ont tendance à augmenter la taille de leur police. Donc ce qui peut casser complètement des designs, hein. Parfois ça nous est arrivé de revoir des designs après coup parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait il y avait des bugs selon les utilisateurs alors que non, c'est juste qu'ils avaient augmenté très très fortement la taille de leur police, quitte à rendre l'application inutilisable. On va avoir également des utilisateurs en mobilité, donc à vélo, en scooter, je suis pressé, je cours dans le métro, j'ai quand même envie de pouvoir voir et interagir avec mon GPS par exemple. Des mobilités réduites temporaires, donc je me suis coincé un doigt dans une porte, mon doigt en fait il est trop gros, mais c'est pas parce que mon doigt est trop gros que je dois plus pouvoir appeler le médecin. Donc ça c'est des petits trucs qu'il faut penser en fait, et en cas de situation un peu
c'est peut-être, on peut dire un peu extrême, mais en fait, au fur et à mesure, au cas par cas, en fait, on voit que ça concerne quand même beaucoup de personnes dans la vie. Et enfin, le dernier, bah, celui que j'ai montré un petit peu, c'est plus relatif à du bon sens et à l'user expérience. Mais si on fait un site avec trop d'animation, des clignotements partout, bah, en fait, on comprend plus rien et le site devient inutilisable. Du coup, pourquoi rendre son application accessible? J'ai énoncé quelques règles déjà. Les règles suivantes, c'est quand même respecter une politique RSE inclusive au sens large. Donc ça, c'est de plus en plus le cas des entreprises. Euh, on pense aux handicapés au sens très large dans ce cas-là. Mais aussi, on a la loi d'accessibilité de 2005 qui va dans ce même sens et qui incite les entreprises à rendre leurs applications accessibles. Notamment, on peut citer les sites et applications pour le service public qui ont une obligation de rendre leurs applications accessibles à tous. Et on a également les sites grand public qui vont faire plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs par jour, par mois, où là, ils se doivent, en fait, de par leur image de marque, de rendre cette application accessible au plus grand nombre. Comme on a vu, on a l'accessibilité aux handicapés, mais aux personnes valides également, et tout ça, ça contribue évidemment à un taux de rétention plus élevé pour votre application. J'ai une démo juste après, et je vais vous montrer qu'une application non accessible, en fait, on a envie tout de suite de la quitter. Enfin, ça c'est une raison plus technique. Je vais vous montrer que de par le code, si l'application est correctement accessible, on va pouvoir tester unitairement ou des tests d'intégration plus facilement son code avec un code qui est bien structuré et bien accessible. Ici, je vous ai récapitulé un certain nombre de handicaps. On a pas mal, moi je les connaissais pas tous. J'ai mis vraiment les plus grands, donc je pense que ça parle à tout le monde. Mais par exemple, sur une application, on ne pense pas forcément aux épileptiques, qui pour le site précédent, avec ce fameux monsieur, bah, en fait, je pense qu'un épileptique, il ne doit pas se sentir très bien sur cette page. Voilà. Et après, les cas plus particuliers auxquels on ne pense pas forcément, ça va être notamment sur le web. Il y a des gens qui naviguent uniquement avec le clavier ou uniquement avec des souris spécialisées. Alors, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais en fait, des personnes qui vont trembler beaucoup, il y a des souris qui compensent le mouvement ou alors des claviers qui sont faits exprès pour les personnes qui ont plus de mal qui ont des handicaps moteurs assez poussés. Donc ça, c'est des personnes auxquelles il faut penser aussi dans ces personas quand on construit un site web. Maintenant, je vais m'attarder un peu plus sur le mobile, puisque chez BAM, on est plus expert du mobile. Des études ont montré que sur tous les utilisateurs mobiles, dans les malvoyants, il y a 72% des personnes qui ont un iPhone déjà. Donc c'est intéressant, ça veut dire que quasiment les trois quarts des personnes utilisent un iPhone, alors que dans le monde normal, c'est plus ou moins 50-50 en fonction des continents et des régions du monde. Ce qui veut dire que, a priori, Apple est beaucoup plus avancé sur l'accessibilité sur les lecteurs d'écran. Notamment, on voit le taux d'utilisation des lecteurs d'écran. VoiceOver, qui est le lecteur d'écran d'Apple, est beaucoup plus utilisé que Voice Assistant ou Tollback d'Android. Et puis après, on a des lecteurs d'écran plus alternatifs, soit open source, soit d'entreprises externes, qui sont beaucoup moins utilisés, ce qui est un peu plus normal. Donc ça a aussi à prendre en compte si on fait une application uniquement pour les malvoyants, mais en fait c'est plus intéressant de cibler avant tout les iPhones plutôt que les Android. Du coup maintenant on sait pourquoi rendre son application accessible, on va se demander comment faire. J'ai essayé de lister les trois grandes étapes. La première, c'est d'identifier les utilisateurs dans ma cible. Donc, est-ce que mon application, c'est pour le grand public? Dans ce cas-là, je vais cibler un peu tout le monde. Pour le service public, est-ce que ça va être uniquement pour des livreurs à moto, pour Uber Eats ou Deliveroo, par exemple? Ou en fait, je vais avoir des types de personas qui, a priori, sont voyants, sinon ils ne pourraient pas conduire, mais par contre, ils vont avoir plus de mal à appuyer sur des boutons. Il faut des call to action un peu plus gros et plus visibles. Ou alors des applications sur des chantiers qu'on fait chez BAM également, où là pour le coup on s'en fiche un petit peu de l'UI, mais on va vouloir avoir des boutons plus gros, avec des textes beaucoup plus courts, parce qu'en fait avec des personnes qui ont des gants, même si c'est des gants tactiles, un gant c'est toujours une zone d'appui beaucoup plus grosse qu'un doigt, etc., etc.
Une fois qu'on a identifié nos utilisateurs, on va pouvoir lister les critères différenciants de ces utilisateurs. Donc, par exemple, si je m'adresse qu'à des personnes qui sont dans un EHPAD, bah, forcément la vue va être dégradée et le handicap moteur est également présent. Donc, je vais cibler par exemple ces deux grands handicaps. Et ensuite, il va falloir développer les tâches techniques permettant de rendre mon application accessible. Et pour cela, chez BAM, on a élaboré une liste dont ici on a un extrait qui va nous permettre d'identifier des critères techniques et UX associés à des personas. Donc ça, on a par exemple pour les daltoniens, on va éviter de mettre des couleurs vertes et rouges parce qu'en fait ils vont voir tout ça d'un seul même ton, d'un ton gris en fonction du daltonien. Pour les personnes plus âgées, on va essayer de mettre des call to action un peu plus gros, augmenter la taille des polices, etc., etc. Donc, si le document vous intéresse, je pourrais vous l'envoyer en PDF. Je vous redonne mon adresse mail à la fin et n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me contacter sur LinkedIn ou Twitter et je vous envoie ça avec plaisir. Maintenant, c'est temps de passer à la démo. Je vous mets le QR code ici d'une application accessible. Alors malheureusement, elle est accessible que pour les téléphones Android au public. Mais si ça vous intéresse ou iOS, je pourrais vous donner le code source. Encore une fois, envoyez-moi un message. Il n'y a aucun souci, c'est sur GitHub, le code est public. Et ça vous permettra de tester un peu VoiceOver sur vos applications iPhone. Donc pour la démo, j'ai utilisé mon portable. Donc j'espère que le son s'entendra bien. J'ai essayé de brancher une petite enceinte pour mettre un maximum de son. Hop. Donc on a mon portable qui est sur la droite. Je vous montre une application que j'ai développée où on voit qu'il y a deux onglets, un onglet non accessible et un onglet accessible. Et dedans, j'ai rendu tout l'écran noir. En gros, il y a plein d'actions qui se passent derrière, mais je l'ai rendu noir pour simuler qu'on était malvoyant ou complètement aveugle. J'ai laissé juste visible des parties de navigation, donc le header où j'ai un bouton en haut à gauche pour rendre visible l'application, et en bas des onglets de navigation entre mes onglets non accessibles et un onglet qui a été pensé beaucoup plus avec des meilleures méthodes pour l'accessibilité. Donc première étape pour activer l'accessibilité, je vais vous montrer ça ensemble parce que c'est pas forcément évident. Il faut activer le mode d'accessibilité. Donc dans Android, ça se trouve dans les paramètres, dans accessibilité, lecteur d'écran et voice assistant. Là, il me donne plein d'informations. J'active les fonctions de voice assistant. La fonction voice assistant est activée. Lecteur d'écran. Voilà. Donc là, j'espère que vous entendez bien. J'ai mis l'enceinte un peu forte. Je vais essayer de répéter un peu ce que dit le lecteur d'écran. Comment marche un lecteur d'écran? Je vais passer mon doigt sur l'écran et en fait, ça va me surligner des zones de mon écran qui sont focus. Et ensuite, le lecteur d'écran va lire l'indication qu'il y a. Donc, par exemple, sur saisie rapide, ça va lire saisie rapide, puis le sous-titre. Et enfin, ça va me donner une indication sur le call to action ou l'interaction que je peux avoir avec ce bouton. Donc là, en l'occurrence, c'est un switch. Je vous laisse écouter. Lorsque la fonction voice assistant paramètre saisie rapide, utilisez le clavier Samsung et le clavier en appuyant sur les touches une seule fois. Activer interrupteur. Voilà. Double appui pour activer. Donc là, le lecteur d'écran m'a donné plein d'indications. Il m'a dit saisie rapide, il m'a dit lu le sous-titre, il m'a dit double appui pour activer, pour dire que comment j'interagis avec ce call to action. Donc maintenant que cette démo a été faite, je vais passer sur mon application. Appel, touche. Donc une fois que la zone est surlignée, il faut double appuyer sur le bouton pour activer le call to action. Donc là, par exemple, je vais surligner mon multitâche et ensuite je vais double appuyer pour rentrer sur mon application. Arms Y dans la Arms Y. Expédier. Voilà, je ne sais pas si vous vous en rendez compte à distance, mais quand on travaille sur de l'accessibilité, ça devient très très pénible parce que tout ce qui se passe à l'écran est lu. Là, si je reçois une notification, normalement je les ai coupées, mais toutes les notifications que je vais recevoir, elles vont être lues en permanence. Si je passe mon doigt, n'importe quelle interaction sur mon écran va être lue. En React Native, il y a du hot reload. En fait, ça va lancer une interaction pour mon lecteur d'écran où il va me dire en permanence hot reload. Donc ça devient très très pénible de travailler avec. Je vous conseille dans un open space de travailler avec des écouteurs pour un peu plus de confort. Donc ici, on a l'écran non accessible. Je vais parcourir mon écran avec mon doigt et puis on va voir qu'est-ce qui se passe.
To-do list non accessible. To-do list non accessible, il me dit. Regarde, prendre les billets d'avion. Prendre les billets d'avion. Faire les courses. Faire les courses. Ok. Donc en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que ça, c'est une application de to-do list, en tout cas la partie haute. Donc là, on voit que j'ai prendre des billets d'avion, faire les courses. Je vais dire que faire les courses, bah, j'ai envie d'activer, j'ai envie de dire c'est bon, ça je l'ai fait. Donc je double tape. Hop. Là, il se passe rien. Je redouble pas de tape. Il se passe toujours rien. Je comprends pas trop. Je continue. Regardez la keynote. Regardez la keynote. Alors c'est un lecteur d'écran français, donc la keynote il a un peu de mal. Mais je double appui. Il se passe toujours rien. Je pense que vous comprenez assez rapidement qu'en tant qu'utilisateur malvoyant ou voyant, en fait, je comprends pas à quoi sert cette application. En fait, je la désinstalle rapidement parce que en fait, ça m'est inutilisable. Je vous fais la même démonstration avec l'onglet accessible. Tab, coche en bras blanche, accessible. Double appui pour activer. Voilà. Petit détail, ici, vous voyez que j'ai mis un emoji. L'emoji, le lecteur d'écran l'a lu également. Il a dit coche en gras blanc, accessible, double appui pour activer. C'est-à-dire qu'il m'a décrit mon emoji, puis ensuite il m'a lu le titre de ma tab, et ensuite il m'a donné l'interaction que je peux faire avec cette tab. Donc ce petit détail pour vous montrer que si vous mettez des émoticônes, des emojis ou des émoticônes dans tous les sens, pour les malvoyants, ça devient très très pénible et très compliqué d'utiliser l'application. Voilà. Là, je suis sur mon onglet accessible, je recommence la même opération, je parcours mon écran avec mon doigt pour voir un peu qu'est-ce qui peut se passer. To-do list accessible. To-do list accessible, il me dit, donc ça c'est a priori un titre. Non vérifier, faire les courses, appuyer pour marquer comme fait. Double appui pour basculer. Donc là, il m'a dit non vérifié. Ça veut dire que non vérifié, c'est un peu une mauvaise traduction de ma checkbox de ma to-do list n'a pas été cochée, on va dire. Non vérifier, faire les courses, appuyer pour marquer comme fait. Faire les courses, appuyer pour marquer comme fait, double appui pour basculer. Donc là, il m'a donné plein d'indications. Je comprends que si j'ai envie de basculer, je sais que c'est une application de to-do list, je double appuie. Vérifier. Et là, il me dit vérifier. Donc là, au double appui, j'ai une interaction. Mon lecteur d'écran m'a dit qu'il s'est passé quelque chose. J'ai pas encore une information super complète, mais je vais vous montrer qu'en fait, ça, c'est un choix de ma part, un choix du développeur, de dire que en fait, j'ai pas donné trop d'informations, sinon c'est pénible pour une to-do list. Non vérifier, prendre les billets d'avion, appuyer pour marquer comme fait. Voilà. Double appui pour basculer. Donc là, il m'a redit la même chose pour des billets d'avion. Je vais dire que c'est bon, j'ai pris mes billets d'avion. Il me dit c'est bon, c'est vérifié. Voilà. Donc ça, je vous ai fait une petite démo de comment ça marche un lecteur d'écran. Je vais vous montrer maintenant d'un point de vue voyant comment ça passe. Activé. Voilà. Donc ici, on a ma to-do list. Donc une interface assez classique avec des call to action. Vérifier, faire les courses, appuyer pour marquer comme fait. En tant qu'utilisateur lambda, en fait, je vois que je peux cocher ma case qui est ici. Donc j'aurais peut-être appuyé directement sur ma checkbox. Double appui pour basculer. Voilà. Je vais baisser un peu le son parce que sinon, je pense que vous n'allez plus du tout m'entendre. Donc là, en tant qu'utilisateur lambda, entre guillemets, en tout cas voyant, j'aurais sûrement appuyé sur ma checkbox. Mais en fait, en tant qu'utilisateur non-voyant, je ne sais pas où il faut appuyer. Donc je parcours tout l'écran et il se trouve que je tombe sur quelque part sur cette ligne. Et là, probablement mon doigt va atterrir sur cette ligne plutôt que sur le côté ici. Et je vais pouvoir appuyer. Je vous montre la différence avec l'onglet non accessible. Guillaume? Ouais. On a perdu ton écran. Je suis désolé, je t'interromps. Ah merde. Pardon. Hop, je vais repartager ça. Mon ordinateur s'est mis en veille. Hop. C'est bon? Yes. Ok, merci. Alors, je ne sais pas depuis quand vous m'avez perdu. Donc là, on a, je recommence au cas où vous m'aviez perdu avant, là, on a bien des call to action très larges qui prennent toute la place de l'écran. Alors que maintenant, si je vais sur mon onglet non accessible, on a ici des call to action beaucoup plus petits, même si en tant que voyant, je vois que je peux appuyer sur cette case. Déjà, il faut que j'appuie exactement au bon endroit. Vous voyez que le call to action est très petit. Moi, pour tout vous dire, sans lecteur d'écran, j'arrivais même pas à appuyer du premier coup sur cette checkbox. Les recommandations de Google et Apple, par exemple, c'est de dire qu'il faut une zone de touche de au moins 48 pixels sur 48 pixels pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Donc là, on n'est clairement pas sur du 48-48, on doit être à vue d'œil sur du 12 x 24 à peine, quoi.
Et donc en fait, qu'est-ce qui se passait tout à l'heure? J'ai survolé faire les courses. Le lecteur d'écran m'a dit faire les courses. J'ai cru que j'allais pouvoir cocher faire les courses. Et en fait, ça, c'est pas mon call to action. Mon call to action, il est ici, c'est juste ma checkbox. Je vous montre un petit peu dans le code comment ça se passe. Donc, d'un côté, on a l'onglet non accessible. Donc, c'est du React Native. React Native, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme React, sauf qu'on a des balises view à la place des balises div et des balises texte à la place des balises p. Et pour ceux qui font du HTML, c'est pareil. Donc ici, on a juste un composant un peu particulier qui est la checkbox. Je vous montre ce qu'il y a dedans. Un touchable opacity en React Native, c'est un des seuls éléments qui va être interactif avec l'utilisateur, qui va dire que si on clique dessus ou si on presse dessus en mobile, on va pouvoir interagir avec ça. Donc là, on voit qu'il n'y a que ma checkbox qui est cliquable. Ici, on a uniquement la checkbox qui est cliquable. Et quand on voit dans mon code, on a une liste d'éléments de ma to-do avec chaque item qui est dans une view. Et en fait, il n'y a que ma checkbox qui est activable. On compare maintenant avec l'onglet accessible. L'onglet accessible, cette fois-ci, ma touchable opacity n'est plus dans ma checkbox. Ma checkbox, c'est juste une... Alors, il y en a une également, mais en fait, ça ne change rien. Voilà. Ça veut dire que je peux également cliquer sur ma checkbox, mais je peux également cliquer sur mon texte, et là, ça va avoir la même action. En l'occurrence, pour un peu plus d'efficacité, je l'ai disabled pour éviter d'avoir des doubles ou triples appuis. Et donc ici, on voit bien que en fait, c'est tout mon conteneur qui va avoir le focus quand je passe mon doigt sur mon onglet accessible. Voilà. En plus de ça, on va pouvoir remarquer d'autres choses, c'est que j'ai ajouté plein de propriétés. J'ai pas juste mis un style et un onPress qui est l'équivalent du onClick sur le web. J'ai mis des accessibilité labels. Accessibilité label, c'est ce qui va être lu par mon lecteur d'écran. Donc le titre principal, on va dire. Donc là, en l'occurrence, là, c'est le label qui est faire les courses. Ensuite, j'ai un accessibilité int qui est un conseil sur comment interagir avec mon call to action. Là, c'est une to-do list, donc c'est plutôt évident pour les utilisateurs parce qu'ils savent ce que c'est, mais en fait, on peut imaginer des call to action un peu plus étranges, qui se comprennent en temps normal, mais on ne sait pas trop comment interagir en tant qu'aveugle. Donc là, on va pouvoir lui dire, il faut que tu appuies pour dire que la tâche a été faite. Là, je pourrais très bien marquer pour valider ma tâche, par exemple. Donc ça, là, mon lecteur d'écran va me lire exactement cette indication. Et enfin, la troisième grande propriété, c'est accessibility state, et là qui va nous citer un état de mon call to action. Donc là, en l'occurrence, j'ai une to-do list, donc j'ai marqué checked. Ça veut dire que mon lecteur d'écran va me traduire en français, il va me dire non vérifié ou vérifié. Le vérifié, c'est quand le is done est true et non vérifié inversement. Et on peut voir qu'en fait, il y a 4 grandes propriétés. Il y a du busy, disabled, expanded, selected, pour montrer un peu les différents états que peut avoir des call to action dans une application classique. Le selected, c'est s'il y a quelque chose qui est sélectionné. Expanded, c'est pour des collapsibles, par exemple. Disable pour des boutons pour submit un form qui ne seraient pas activés encore pour le moment. Voilà, je vous ai montré la plus grande partie de l'accessibilité en mobile. Je reviens sur un point. Au début, je vous ai dit que si vous rendez votre code plus accessible au plus grand nombre, ça va être plus facile à tester. Pourquoi? C'est parce que en React Native, on a une librairie qui s'appelle Testing Library /native pour React Native. Et cette librairie va pouvoir nous permettre de récupérer des éléments avec des méthodes qui s'appellent getByText, par exemple pour des textes classiques. Donc ici, on a un texte ici, donc ça serait assez facile de récupérer ce texte. Mais on va pouvoir récupérer dans certains moments des boutons qui n'ont pas forcément de texte ou d'icône à proprement parler. Ça peut être une image qui est difficile de récupérer avec ces genres de librairies. Alors que si on met un accessibility label, on va pouvoir faire un get by accessibility label plutôt que faire un get by test ID. Pourquoi c'est mieux de privilégier l'accessibilité label? C'est parce qu'on va avoir quelque chose qui correspond exactement à l'interface utilisateur.
plutôt que de mettre un test ID qui a aucun rapport, qui peut avoir aucun rapport avec mon interface utilisateur, et donc ce qui n'est pas recommandé de faire des tests qui sont un peu décorrélés de la réalité. Voilà, donc ça c'était un point important et auquel chez BAM on s'attache également parce qu'en fait on se dit bah attends, si c'est plus facile pour mon utilisateur, si c'est plus facile pour moi pour tester, bah en fait il n'y a aucune raison que je le mette pas. Ça me prend une demi-seconde de rajouter ça. Au début je me pose la question de qu'est-ce que je mets dedans, mais en fait au bout de 3 call to action en fait ça va tout seul et ça me prend pas plus longtemps de me faire un bouton avec ses props plutôt qu'un bouton sans ses props là quoi. Voilà, donc là je vous ai montré les grandes features de l'accessibilité pour les boutons, on va dire. Maintenant, je vais vous montrer un autre aspect. Je crois que j'ai encore un petit peu de temps. Tu m'arrêtes si j'ai plus de temps pour la présentation. Donc l'autre aspect, c'est hop, je vais réactiver mon mode non voyant, on va dire, où je cache mon écran. Comme vous avez pu voir, j'ai un compteur avec un bouton qui permet d'incrémenter ce compteur. Je vais augmenter le son de mon enceinte, hop, pour essayer que vous puissiez entendre quelque chose. Et là, donc le but, ça va être d'incrémenter ce compteur. Je vais me mettre sur l'onglet non accessible. Hop. Et maintenant, je vais parcourir et essayer d'incrémenter mon compteur. Incrémenter compteur. Double appui pour activer. Là, le lecteur d'écran m'a dit incrémenter compteur, double appui pour activer. Je fais OK, très bien, je veux incrémenter mon compteur, c'est parti. Je double appuie. Super. En tant qu'utilisateur visible, je vois que mon compteur a été incrémenté, mais j'ai aucune information auditive. Là, je continue. Et à part un petit bruit pour dire que j'ai appuyé, j'ai aucune information pour dire que je suis à 2, 4, 5 ou 25. On fait le test maintenant avec l'onglet accessible. Voilà. Donc j'ai encore une fois un compteur accessible. Le compteur invisible. Ça, c'est un texte. Incrémenter compteur. J'arrive sur un call to action qui est beaucoup plus gros. On voit que là, j'ai pu y accéder beaucoup plus rapidement parce qu'il fait beaucoup plus que 48 pixels. Il me fait double appui pour activer, je double appuie. Compteur accessible. Donc là, mon lecteur d'écran m'a lu compteur accessible 1. Je réappuie. Compteur accessible 2. Compteur accessible 3. Compteur accessible 3, etc., etc. Compteur accessible 4. Voilà. Tout ça pour vous montrer qu'il y a une autre propriété qui est intéressante, c'est que quand vous changez le state d'un de vos composants par rapport à un bouton, en fait, c'est intéressant d'avertir l'utilisateur que cette donnée a changé. Comment on fait ça concrètement? On va avoir une propriété qui s'appelle Accessibility Live Region, qui est uniquement pour Android. Je crois que pour iPhone, il y a un équivalent, ou en tout cas, c'est fait presque automatiquement. Donc là, on va pouvoir définir plusieurs valeurs. On va avoir... je vais diminuer l'enceinte. On va avoir plusieurs propriétés. Il y a assertive, non et polite. Par défaut, c'est non et c'est très dommage. Non, en gros, ça veut dire que c'est le compteur non accessible, il ne se passe rien. Polite, ça veut dire que mon lecteur d'écran va lire l'indication une fois qu'il a lu toutes les indications précédentes. Et enfin, assertive, ça veut dire qu'il va couper tout ce qu'il était en train de dire et il va lire directement cette phrase. Donc ça peut être intéressant pour des notifications urgentes, pour un GPS par exemple qui va couper de la musique, etc. Donc là, il faut un petit peu penser à quel type de propriété on va mettre. Par défaut, on peut dire polite, c'est un peu le comportement assez classique. Et on peut voir qu'en effet, une fois que j'ai mis cette propriété à polite, mon lecteur d'écran lit tout ce texte et remplace ma variable counter par sa valeur réelle. Voilà, j'ai terminé cette présentation. Le dernier truc un petit peu plus fun fact, on va dire, c'est que pour un malvoyant, c'est très compliqué de slider. Je vous montre, au début, j'arrivais pas à le faire pendant très longtemps, pendant que je développais. J'espère que vous allez entendre ça, je vous fais une démonstration. Il faut double appuyer, puis ensuite rester son doigt appuyé sur l'écran et ensuite slider. Hop. Non. Voilà, je ne sais pas si vous entendez bien, mais il y a des sons qui se...
voilà, ça fait un peu une musique, donc c'est assez marrant et ça permet de voir si on monte ou on descend sur notre scroll view, sur notre composant qui scroll. Et un dernier élément assez problématique, ça va être les sliders. Ici, on a un slider. Pareil, pour le slider, il faut double appuyer, rester appuyé dessus et puis le slider. Et en fait, c'est pas un comportement du tout facile, surtout que le lecteur d'écran indique très peu de choses. Voilà, je fais un test. 42% curseur, 68% curseur, 77% curseur, 89% curseur. Voilà. Donc comme vous voyez, c'est pas du tout précis. En tant qu'aveugle, je sais pas où j'en suis. Il y a toujours un délai de latence. Il me donne un pourcentage de mon curseur. Il me donne pas la valeur où j'en suis. Donc c'est très compliqué de travailler avec ce genre de curseur. Donc dans ces cas-là, c'est bien de penser à peut-être mettre des plus 1 ou des boutons plus 1, moins 1 pour incrémenter un slider ou une valeur. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses. Je reste disponible sur les réseaux sociaux, par mail, par LinkedIn, Twitter, et puis dans les salles après, si vous voulez discuter un peu plus longuement de tout ça. Merci beaucoup Guillaume, c'était vraiment top. Ça va pas être simple une journée de dev sur l'accessibilité. Ça a l'air un peu compliqué. On a quelques questions. Bon, alors il y a Greg qui a essayé de te troll. Il y a Vincent qui cherchait des solutions effectivement pour ces journées de développement. Est-ce que tu peux désactiver le son lorsque tu développes? Mais finalement, si tu n'as pas le son, tu n'as pas de retour, j'imagine. Donc, c'est un peu Ouais, compliqué. bien sûr. Bien sûr, en fait, tu peux tout simplement diminuer ton volume de ton appareil, mais du coup, tu sais pas ce qui se passe. Du coup, soit tu mets un casque et tu prends ton mal en patience, soit tu diminues ton volume et dans ce cas-là, tu dev correctement pour l'accessibilité, l'accessibilité, mais en fait, tu peux tout simplement désactiver l'accessibilité dans ce cas-là. C'est pas grave en soi et faire juste un test utilisateur à la fin pour vérifier que tout se passe bien. Ok. Il y a Pierre-Emmanuel qui demande s'il y a des UX designers spécialisés en accessibilité. Oui, chez BAM et plus généralement, BAM fait partie d'un groupe qui s'appelle Théodo. Il y a une tribe spécialisée sur l'accessibilité. Et donc, alors, c'est pas des designers à part entière, ça va être en général des développeurs ou des product owners qui sont sensibilisés, qui vont faire des conférences, qui vont se renseigner beaucoup. Et en fait, c'est plutôt des bonnes pratiques qu'on essaye de partager au sein du groupe pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe et par extension que les designers soient sensibilisés et donc qu'ils sachent ce qu'il faut faire. Mais c'est plus des bonnes pratiques. Je sais qu'il existe des certifications également pour certaines boîtes. C'est un peu long, parfois un peu cher de les passer, mais ça peut être très utile pour certaines boîtes. Et il y a même des boîtes qui sont certifiées pour faire des audits de code ou d'accessibilité pour les handicapés sur les applications. Ok. Et il te dit aussi que apparemment on peut faire du slide. Je crois que quand tu parlais du scroll up, scroll down avec 2 doigts directement sur Android. Ok, super intéressant. Exactement. C'est vrai, je viens de tester, ça marche super bien. Merci pour l'astuce. Et moi, j'ai une remarque, effectivement, je vais pas faire, enfin, j'ai découvert ça hier, mais je sais pas si tu sais, sur Google, le Google Play Console, quand tu fais des bêtas ouvertes, fermées, tu as des rapports d'accessibilité avant publication de tes apps, qui sont extrêmement détaillés, qui parlent justement de la règle des 48px, qui te parlent de plein de choses, qui va te remonter finalement un rapport détaillé d'accessibilité gratuit, plutôt bien fait. Je sais pas si tu l'as déjà vu, mais Je suis jamais allé jusque-là. Nous, on utilise souvent React Native et du coup, React Native, il y a beaucoup de composants qui sont faits par le JavaScript. Donc parfois, les outils de Google n'arrivent pas à détecter tout ce qui se passe, ce qui est un peu dommage. On essaye de développer de plus en plus l'outillage et on va plus s'appuyer sur l'outillage web. Mais c'est intéressant, je regarderai et j'essaierai de faire ça sur des applications natives. Ce que j'ai pas précisé, c'est que toutes les propriétés que j'ai montrées là, je les ai montrées pour React Native, mais en fait, c'est l'équivalent que sur Android et iOS. Je vous invite à regarder la documentation accessibilité de React Native, qui est très complète et qui concatène un petit peu ce que fait de mieux Apple et Android et permet d'avoir un gros aperçu avec des descriptions très bien faites. ok, il y a juste une dernière question. Comment tu t'assures finalement que ton app est compatible RG2A, sachant que RG2A est plus orienté web que mobile actuellement? Ouais.
Comment je m'assure, en fait, ça va être, je sais les bonnes pratiques. Nous, après, quand on fait des applications pour les grands services publics, en fait, on est soumis à des audits de code et d'accessibilité par des boîtes qui sont certifiées. Donc, en fait, ils vont faire un audit, ils vont nous remonter ce qui se passe bien, ce qui se passe pas bien, et après, on va faire des sprints de correction de bugs, quoi. Et en effet, l'accessibilité mobile est beaucoup moins visée que le web par l'État pour l'instant. Donc c'est pour ça que les ressources sont aussi un peu plus pauvres. Et c'est ce qui m'a motivé de creuser un peu ce sujet.